Bienvenue dans la famille en question. En France, 60% des mères allaitent en sortant de la maternité. Ce taux est l'un des plus faibles d'Europe, même si les choses évoluent dans notre pays. Alors la mère choisit-elle librement d'allaiter ou subit-elle une pression de la société? Si elle fait ce choix, en tout cas la mise en route de l'allaitement n'est pas toujours évidente, entre doutes, douleurs et conseils contradictoires. Comment bien démarrer son allaitement? Quels bénéfices pour la mère et pour son bébé? Quelle place pour le père? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Elisabeth Conchon. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Alors, votre petit bébé Joseph a 4 mois. Oui. Vous l'avez allaité 1 mois à peu près. Vous nous raconterez cette expérience. Merci d'être avec nous. Deuxième invité, Ghislaine Specker, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. Vous nous parlerez, vous, de cette mise en route de l'allaitement avec ces questionnements et comment vous aider justement ces jeunes mamans. Enfin, Jean Vimino nous a retrouvés. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes diacre, père de famille, grand-père et vous nous apporterez bien sûr votre regard sur cette question de l'allaitement. Alors avant d'aller plus loin, on va entendre le témoignage d'une jeune mère de famille qui a allaité ses 2 enfants, une expérience épanouissante pour cette jeune maman malgré les difficultés au démarrage. Gaëlle Le Garec l'a rencontrée. À 28 ans, Adeline est la maman de Gaëtan et de Fanny, et pour chacun de ses enfants, elle a choisi l'allaitement. Pratique, économique, naturel, autant d'arguments qui l'avaient convaincue avant même ses accouchements et auxquels s'est ajoutée une motivation plus profonde. Comme donc mon aîné est né un peu en avance, déclenché, il y avait aussi la motivation de me dire j'ai pas réussi à le garder jusqu'au bout dans mon ventre et à ce qu'il naisse comme un vrai bébé, un gros bébé bien joufflu. Donc quelque part peut-être que aussi je voulais me rattraper et après la naissance continuer à lui donner le meilleur, même si j'avais pas pu mener la grossesse au terme comme je l'aurais souhaité. C'est un lien fort en fait qui se crée, pas forcément dès le début, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête dès le début, mais c'est plutôt une relation qui se construit jour après jour. Et la satisfaction de donner le meilleur à son enfant. Aujourd'hui, le geste est naturel. Pourtant, comme la plupart des jeunes mamans, Adeline a connu des difficultés lors des premières tétées de Gaëtan. Gaëtan était en néonate, donc les premiers jours j'ai dû tirer mon lait et puis le mettre au sein au bout de quelques jours. C'était pas facile parce qu'il était trop faible, donc il n'arrivait pas à bien téter, donc j'ai utilisé des bouts de sein en silicone. Et ensuite, j'ai eu d'autres petits soucis une fois rentrée à la maison. J'ai eu des crevasses pendant quelques jours. Ce qui était compliqué, c'est qu'il a fallu qu'on comprenne comment l'allaitement fonctionne. Et ensuite, que moi, de mon côté, j'ai suffisamment confiance en moi pour me faire confiance et faire confiance au rythme du bébé. Et à plus trop se poser de questions. Et ensuite, tout a bien fonctionné. Soutenue par son conjoint, elle a surmonté ses difficultés, notamment grâce au service de protection maternelle infantile de sa ville, où les sages-femmes l'ont aidée par exemple à trouver les bonnes positions d'allaitement. Forte de son expérience avec Gaëtan et maintenant Fanny, c'est désormais Adeline qui vient en aide aux mamans débutantes, notamment via les forums de discussion en ligne consacrés à l'allaitement. Témoignages, conseils ou juste besoin de se rassurer, ces plateformes virtuelles permettent surtout de mettre en lien des mamans souvent un peu perdues à la sortie de la maternité. C'est d'ailleurs de cette façon qu'Adeline a rencontré Florence, une mère de 2 enfants au parcours similaire. Je pense que le meilleur des soutiens, c'est une maman comme nous en fait. Plus que la professionnelle qui aurait 20 ans de plus que nous, qui a peut-être des conseils parfois un peu erronés, mais moi ce qui m'a particulièrement aidée, c'est des copines allaitantes en même temps que moi et ayant les mêmes problèmes que moi au même moment, à quelques semaines près, quoi. Sûres de leur choix, les 2 femmes ne souhaitent pas pour autant l'imposer à leurs amies. Les copines qui ne souhaitent pas forcément allaiter longtemps, on ne va pas les pousser ou quoi. Voilà, c'est ça. Une expérience avec des hauts et des bas, mais qui reste une source de bonheur pour ces 2 mamans. Ouais. Elisabeth, une réaction sur ce reportage, vous vous retrouvez un petit peu dans ces témoignages de mamans? Oui, je me retrouve notamment dans la démarche du début qui était plutôt naturelle pour moi et les difficultés rencontrées au tout début quand j'étais à la maternité. Moi aussi, j'ai dû mettre des silicones. Moi aussi, je me sentais un petit peu seule face à moi-même. Ouais. Et vous n'avez pas eu l'impression d'être conseillée suffisamment par les sages-femmes, les infirmières? Oui. Avant la maternité, j'avais des sages-femmes déjà qui nous expliquaient comment ça allait se passer. Et au cours une fois que j'ai accouché,
Elles étaient toujours là pour nous aider à mettre l'enfant sur le sein, nous suggérer d'acheter des embouts en silicone, des choses comme ça. Et puis pour nous rassurer, nous dire qu'on n'était pas toute seule, qu'il y avait une maman dans la chambre d'à côté qui avait la même galère, mais qu'il fallait, si on le sentait, c'était mieux pour l'enfant. D'accord. Est-ce que c'est plus difficile, Ghislaine Specker, d'allaiter aujourd'hui? On parlait dans le reportage de ces mamans qui peuvent être un peu perdues en sortant de la maternité. Ça n'a pas toujours été le cas? Écoutez, moi je pense que c'est toujours difficile. D'accord. Parce que avoir un enfant, c'est toujours assez compliqué à confronter comme idée. On a tendance, et pour la bonne cause, je dirais, à idéaliser beaucoup la maternité. On a l'idée que tout va se passer naturellement, donc facilement, etc. Or, naturellement ne veut pas nécessairement dire facilement. D'accord. Et puis, on a aussi, si vous voulez, la confrontation avec ce que c'est pour de vrai d'avoir un bébé, d'accoucher, etc., etc. Donc, d'une part, la maternité, et pour de bonnes raisons, encore une fois, est tout à fait idéalisée dans notre société, mais toujours. Et d'autre part, elle n'est pas reconnue, c'est-à-dire les femmes qui ne font pas autre chose que s'occuper de leur enfant n'ont pas de reconnaissance sociale aujourd'hui, peut-être moins qu'avant, mais il y a toujours eu un petit souci par rapport à la reconnaissance des femmes. Donc, les femmes sont toujours prises dans cette espèce de conflit, je dirais, entre ce qu'elles souhaitent faire, leur souhait de procréer, de faire une famille, et puis comment elles vont gérer la réalité du quotidien, de l'allaitement au sein ou au biberon. Alors, dans votre reportage, la dame disait très bien qu'elle a souhaité réparer quelque chose qui serait son incompétence à ne pas avoir fait un bébé bien joufflu, né à terme. Il y a vraiment quelque chose de fort sur cette idée de nourrir l'enfant. La mère a cette inquiétude-là? Mais oui, parce que finalement, dans la nature humaine, enfin, nous sommes faits de telle sorte que les bébés, notre progéniture dépend nécessairement des mères. D'abord dans le ventre, pendant les 9 mois. Et c'est vrai que les mamans qui ont des enfants prématurés, elles n'y sont absolument pour rien. Mais elles ont le sentiment qu'elles auraient pu le garder plus longtemps, etc. C'est cette toute puissance, si vous voulez, imaginaire, mais nécessaire encore une fois. Donc cette culpabilité, ensuite, elle peut se déplacer. Enfin, elle existe à tous les niveaux. Niveaux, je l'ai pas gardé assez longtemps, je l'ai pas fait assez gros. L'enjeu de survie est lié vraiment à quelque chose de spécifique chez les mammifères et notamment chez les humains, que l'enfant dépend pour sa survie effectivement de l'adulte, de la mère ou de la mère de substitution. Ça peut être le père, ça peut être une figure maternelle, mais l'enfant ne peut pas se débrouiller seul, c'est clair, il faut lui donner du lait. Donc ça peut créer une certaine pression chez la maman. Ça crée absolument une pression, absolument. Alors Elisabeth, vous, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'allaiter au départ? J'ai décidé, pour moi c'était quelque chose de très naturel. Je me suis presque pas posé la question, je me suis dit, je vais essayer, j'ai envie, et je me suis pas sentie contrainte. D'accord. C'était pas pour des soucis économiques ou c'était des choses de cet ordre-là. Une décision libre, quelque chose presque d'instinctif. Oui. Après, j'ai essayé, j'ai un petit peu galéré au début, je pense comme beaucoup de mamans. Et puis, c'est sûr que c'était une contrainte physique parce que on est très liés. L'enfant dépend de nous énormément. Toutes les 2 heures, il faut se lever. C'est assez fatigant. Et très vite, j'ai vraiment aimé cette relation du fait que je pouvais nourrir mon enfant. J'avais cette impression de lui apporter quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais aussi de l'ordre de l'affectif, du câlin en fait. C'était un moment très privilégié, très charnel avec son enfant. Et je ne sais pas si on le ressent quand on donne le biberon. C'est vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé pour ça. Presque fusionnel. C'est souvent ce qui se vit, une dimension fusionnelle? Justement, moi, les relations fusionnelles, je pense qu'elles existent, dans la tête de la maman, parce que c'est formidable de sentir son petit bébé, et vous décrivez très bien le sentiment de satisfaction à nourrir son bébé, à lui donner ce réconfort, cette chaleur et cet amour. On peut donner de l'amour et du réconfort autrement, notamment avec un biberon, en prenant son bébé contre soi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que souvent les mamans ont l'impression qu'il y a une bonne manière de faire des enfants, allaiter au sein ou allaiter au biberon. Or, quand pour une maman c'est compliqué d'allaiter au sein, pour des tas de raisons qui ont à voir avec sa vie, son histoire, son intimité, je pense que c'est un peu dommage de la maintenir dans cette idée que, puisqu'elle n'allaite pas au sein, elle a échoué quelque part. Il y a cette pression-là, vous pensez, je pense de la société, c'est-à-dire, pour être bonne mère, il
faut allaiter? Alors, voyez, ce sont des courants idéologiques qui varient selon les époques et les cultures. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Si votre mère vous a élevé au biberon parce qu'à l'époque, le MLF était très actif et que les mamans allaient travailler, etc., et qu'elles avaient, encore une fois, légitimement des revendications d'être plus libres et de pas rester à la maison, mais d'aller bosser, etc., vous aurez peut-être tendance, si vous ne voulez pas faire comme votre maman, à choisir le mode d'allaitement au sein. Voilà. Il y a des courants idéologiques en même temps et des réactions dans la société d'une génération à l'autre. Et puis il y a, si vous voulez, les progrès de la science tout de même, parce que c'est une liberté formidable pour les femmes de tirer leur lait. Alors il n'y a pas de tire-lait non plus. Quand on parle d'allaitement au sein aujourd'hui, on parle de tas de possibilités qui n'existaient pas à une époque où les femmes qui allaitaient au sein étaient constamment obligées de rester avec leurs petits, et donc plus ou moins longtemps, mais il n'y avait pas de lait maternisé, il n'y avait pas de tire-lait, il n'y avait pas d'embout, il y avait... Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même des tas de manières de faire comme on peut et du mieux qu'on peut faire pour retrouver cette relation que vous avez décrite tout à l'heure, qui est une proximité en toute sécurité avec son enfant. Parce que si on est angoissé, alors en plus ça se met pas en place facilement, l'allaitement, ça prend toujours quelques jours. La maman le disait très bien dans votre partage, et certaines mamans peuvent se sentir en échec, mais elles n'oseront pas en parler parce qu'elles pensent qu'il y a qu'elles qui vivent ça mal, d'où la nécessité d'avoir un conjoint à ses côtés, quelqu'un, la dame le disait très bien, heureusement que mon homme était là pour m'aider, que d'autres mamans étaient là. Peut-être que ce qui a changé aujourd'hui, c'est que les femmes sont plus isolées, elles vivent moins en famille, enfin on est moins, on a vu moins de bébés peut-être en grandissant. À la maternité, on reste malheureusement peu de temps, enfin malheureusement les séjours quand c'est sont nécessaire. plus courts. Parfois c'est bien de rentrer à la maison très vite, si tout va bien, on retrouve sa petite famille, etc. Mais quand on est un peu isolé, quand on est un peu en doute, quand c'est un peu compliqué, on n'a peut-être pas le temps de voir avec d'autres mamans comment ça se passe. D'échanger. On se sent un peu perdu quand on rentre à la maison. Je signale, j'en profite pour signaler qu'il y a une ligne qui s'appelle Allo Parents Bébés qui a été créée dans ce but-là, dont je m'occupe activement pour aider ces parents qui rentrent à la maison un peu démunis et perdus à trouver une écoute et des conseils. Alors vous évoquiez la place du père, Elisabeth. Comment ça s'est passé pour votre mari, le papa de Joseph? Alors, mon mari m'a toujours laissé libre d'allaiter ou de ne pas allaiter. C'était votre choix. Voilà, il m'a dit, il faut vraiment que tu le fasses comme tu le sens. Beaucoup de personnes m'ont dit, il fallait que je le fasse comme je sens, parce que sinon l'enfant le ressent de toute façon. Et lui, comment il s'est situé par rapport à ça? Il s'est bien intégré dans l'allaitement, dans le trio. Il a su trouver sa place, parce que quand il pleurait la nuit, quand Joseph, mon petit garçon s'appelle Joseph, pleurait la nuit, c'est lui qui allait le chercher, qui le changeait, et après il me le confiait pour que je puisse l'allaiter. Donc c'était vraiment un peu un allaitement à trois, si je puis dire. Sachant que je pense que la mère a toujours une place plus importante, parce que le père travaille la journée, et que du coup il ne peut pas faire ça non plus toutes les nuits, parce qu'il faut qu'il dorme. Alors une question, Ghislaine Specker, on a beaucoup parlé ces derniers mois du livre d'Elisabeth Badinter, Le conflit, la femme et la mère, aux éditions Flammarion. Est-ce que, en France, c'est un pays qui allait le moins, mais c'est en train de bouger, est-ce que, comme elle tend à le dire, si la femme allaite parce qu'on lui enjoint un petit peu de le faire, est-ce qu'il y a un certain retour à l'archaïsme pour la femme ? Non, moi je pense pas du tout. Je pense que finalement c'est presque un paradoxe d'imaginer que les femmes sont à la fois beaucoup plus libres et sont des êtres qui ont cette capacité à penser ce qu'elles souhaitent pour elles-mêmes et pour leur famille, et en même temps d'avoir peur pour elles, qu'elles se retrouvent, si vous voulez, prises dans un courant idéologique, quel qu'il soit. Je pense que Badinter a raison de tirer la sonnette d'alarme, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des courants comme ça qui viennent des États-Unis, ou un espèce de retour à ce qu'on appelle la nature, mais bon, finalement, la Leech League, qui aide beaucoup de femmes là-bas, aux États-Unis, ça ressemble un peu à ce que ce qu'on a ici, les PMI, les sages-femmes. La Leech League, parce que c'est un système différent là-bas. Mais il y a, comme dans tout courant, il y a des extrémistes qui pensent qu'il y aurait une seule bonne manière de faire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est un petit peu ignorer que les femmes en France travaillent beaucoup.
Elles font plus d'enfants que dans d'autres pays d'Europe et elles travaillent plus que dans d'autres pays d'Europe. C'est-à-dire que les femmes françaises ont finalement trouvé un bon compromis. Alors il faut les aider. C'est-à-dire ce qui manque, c'est pas une question de bien ou de mal faire. Enfin moi je pense que c'est important d'autoriser une femme à allaiter si elle le souhaite. Ouais. On sait que le lait maternel est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, encore une fois quand c'est possible, pour la maman. Mais il faut pour ça qu'elle ait de l'aide. Voilà, il faut un compagnon à ses côtés ou une famille de subsides, des crèches. Enfin, il faut. En termes de politique familiale. En termes de politique, je crois qu'il faut plutôt militer là-dessus pour que les femmes puissent à la fois construire leur famille comme elles l'entendent et travailler. Et qu'elles aient des relais et des possibilités de... Justement, beaucoup de femmes, d'ailleurs, n'allaitent pas, elles me le disent, parce qu'elles savent que ça va s'arrêter très tôt. Alors, elles vont devoir reprendre le boulot, etc. C'est dommage. Il vaut mieux allaiter un petit peu. Et certaines femmes s'interdisent, puisqu'elles sont déjà débordées. Comment elles vont faire. Ouais. Donc, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. C'est pas de la régression, c'est au contraire une espèce de peut-être d'harmonisation entre, encore une fois, ce que j'appellerais la nature humaine, au sens de peut-être des psychanalystes anglais, de Winnicott, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois compliqué, conflictuel, qui demande des compromis, des contraintes de l'espèce, etc. Et puis des choix qu'on fait librement. Et en même temps, pourquoi priver les femmes de cette possibilité d'être à la fois des femmes actives et des femmes qui allaitent leur enfant si elles le souhaitent. Donc je crois que c'est vraiment une politique sociale qui est nécessaire. À développer. Elisabeth, alors vous aviez allaité simplement 1 mois. C'était lié à la reprise de votre travail ? C'est entre autres, oui. Enfin, même essentiellement. Ouais. J'ai allaité 1 mois et demi plein et j'ai fait un sevrage assez progressif, donc ça m'a permis d'allaiter quand même 2 bons mois, on va dire, 2 mois et demi jusqu'à la fin. Et c'est lié à la reprise de mon travail parce que j'avais pas du tout envie de tirer mon lait au travail. Voilà. Et je voulais qu'il soit bien rythmé avant que je reprenne le travail. Vous auriez, si vous aviez pu prolonger un petit peu cette expérience ? Je me suis pas posé la question. D'accord. C'était comme ça, vous le saviez, d'entrée de jeu. Ouais. Ghislaine Specker, c'est quoi un petit peu les bénéfices scientifiquement reconnus de l'allaitement ? Qu'est-ce que nous disent les études fiables ? Les études fiables nous disent que d'abord le lait maternel est parfaitement adapté à l'enfant en fonction de son âge, puisque la composition du lait maternel change en fonction de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'un prématuré qui peut téter, ou qui peut boire le lait que sa mère a recueilli, va boire un lait très différent du lait qu'il aurait bu s'il était né à terme ou qu'il boira plus tard au cours de son développement. Donc la composition du lait change en fonction de l'âge de l'enfant et elle change aussi au cours du même repas, c'est-à-dire qu'il y a entrée, plat et dessert dans la tétée. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc l'enfant prend pendant les premières minutes vraiment ce qu'il y a de plus consistant, sur le plan nutritif, et puis ensuite le lait est d'une composition un petit peu plus légère, on pourrait dire. Donc c'est tout à fait adapté. D'autre part, on entend souvent, ça c'est dommage, que le lait maternel n'est pas aussi riche que le lait maternisé. C'est-à-dire que certaines femmes pensent qu'elles n'ont pas assez de lait ou du pas bon lait, etc. Oui. C'est faux, bien évidemment. Ce sont des craintes, et les femmes ont le droit d'avoir peur, parce qu'elles sont ambivalentes. C'est une responsabilité monumentale, non seulement d'avoir un bébé, mais en plus d'être seule responsable de sa survie, parce que on le nourrit, mais alors on se dit est-ce que mon lait est assez bon, etc. C'est normal d'avoir toutes ces questions. Or le lait maternel est plus riche que le lait maternisé. C'est-à-dire que quand on dit à une femme donnez-lui des compléments, c'est un peu dommage parce que les compléments vont pas aider à la faire, et au contraire, je dirais que comme le mouvement de succion n'est pas le même pour le biberon et pour le sein, le biberon ça coule tout seul, le bébé n'a aucun effort à faire et du coup il va s'habituer au biberon et désapprendre le mouvement de succion. Donc beaucoup de mamans se retrouvent en échec alors que leur souhait était d'allaiter. Donc je crois qu'il faut être assez tranquille, expliquer aux mamans quels sont les enjeux, mais le lait maternel est tout à fait suffisant. La femme qui souhaite allaiter au sein n'a pas besoin de compléments. D'accord. Et si elle souhaite sevrer, elle peut commencer bien sûr à alterner, en sachant qu'elle va vers le sevrage. À ce moment-là, c'est une décision, comme vous l'avez très bien dit. Et vous dites très bien aussi que vous ne vous êtes même pas posé la question de continuer, puisque il y a la reprise du boulot. Ouais. On n'a pas de crèche d'entreprise qui permettent, pas suffisamment, qui permettrait aux mamans de continuer à allaiter,
Et donc les mamans sont face à ce choix et parfois, encore une fois, elles sont tellement prises dans cette contrainte, à la fois de ce qui se passe en elles, dans leur corps, etc., leur souhait d'attachement, en même temps faire ou pas faire comme leur mère, en même temps faire ou pas faire comme on leur dit à la maternité ou dans les médias, en même temps reprendre enfin vous vous rendez compte que voilà, pour garder une espèce de, et c'est intéressant, cette dame disait moi je préfère parler à d'autres mamans parce qu'au moins elles ont toutes été confrontées au même truc, quoi. C'est pas un professionnel qui va venir dire ça c'est bien, voilà, elles peuvent parler, etc. Moi je regrette qu'il n'y ait pas dans plus de maternités des lieux où les mamans se rencontrent ailleurs qu'autour des soins à donner à l'enfant. C'est-à-dire, elles prennent un café, elles papotent, elles se racontent. Parce qu'après, quand on sort de la mater, on a peu l'occasion finalement de rencontrer d'autres mamans. Et c'est très riche, hein, c'est une expérience qu'on partage. C'est très rassurant de voir que la dame d'à côté a les mêmes doutes, qu'elle aussi elle panique, qu'elle aussi elle se demande si elle va pouvoir nourrir et donc permettre à son enfant de survivre dans le fantasme, c'est ça. Hein. Même si on sait qu'on peut donner un biberon, on est quand même garant de la survie de l'enfant du fait de son immaturité psychomotrice, hein, parce que les enfants humains viennent incapables de se débrouiller tout seuls. Hein. Donc c'est... Elisabeth, alors, est-ce que vous souhaitez renouveler cette expérience pour d'éventuels enfants futurs? Oui, avec plaisir. Ouais, je pense après... C'est pareil, un autre enfant à charge, est-ce que j'arriverai à gérer un autre enfant, un autre allaitement? Je pense que c'est des questions aussi qui se reposeront. Voilà, mais en moi-même, là, j'ai très envie de recommencer. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Et Jean, alors, vous êtes moi, je suis l'homme de la situation ici sur ce plateau. Je ne sais pas si je suis l'homme de la situation, mais je suis un homme. Je vous ai écouté avec grand bonheur et grand plaisir. Je ferai les réflexions suivantes. Nous sommes corps, cœur et esprit. Et à travers tout ce qui a été dit, on a bien vu que cette réalité, corps, cœur et esprit. Et à l'époque de l'écologie, je pense qu'il faut se rappeler ça, de savoir que notre corps est bien fait, le corps de la femme est bien fait, le lait qu'elle fournit est bon, et donc respecter ce que la nature nous donne me paraît important. Je ne peux pas imaginer que l'allaitement prévu par la nature soit strictement un hasard. Vous voyez, il y a quelque chose qui est certainement très important. En vous écoutant, j'ai pensé également à une autre chose, c'est cette question de la liberté par rapport au regard posé par les autres. Cette période de la naissance, de l'allaitement et de tout, demande cette grande liberté. Il y a un esclavage terrible, c'est de trop attacher d'importance à ce que l'on dira de vous. Ça fabrique des démagogues et ça fait des gens qui sont finalement esclaves du regard posé par les autres. Alors je pense que de ce point de vue-là, l'époux de la femme qui porte un enfant, qui le met au monde, qui l'allaite, et on a vu que c'est, sans être un parcours du combattant, ça reste quelque chose d'important. Je pense que l'importance du regard de l'époux est essentielle. Et vous l'avez souligné un petit peu, l'aide que peut apporter l'époux. Donc j'invite les hommes à être de grands serviteurs. En fait, c'est notre raison d'être et c'est notre vocation à nous les hommes, c'est de servir. C'est ce qui fait notre joie, c'est ce qui fait notre grandeur. C'est l'antithèse du macho ou de celui qui domine. Et un vrai homme, c'est celui qui lave les pieds et qui sert. J'aime beaucoup l'idée d'aller chercher le bébé, de le changer, de le présenter à sa maman pour qu'elle lui donne le sein. Il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Mais en même temps, je pense qu'il y a intérêt à creuser cette question du rôle de l'homme, qui n'a peut-être pas été, on n'a pas le temps. Parce qu'il y a un vrai problème qui se pose au moment, juste après la naissance, c'est de couper le cordon ombilical, et ça commence très tôt. Et il y a toute une aide qui doit se faire pour que justement il y ait à la fois cette distance et cette proximité qui soit créée. Et je crois que c'est vraiment le rôle du mari, un rôle amoureux, un rôle difficile, un rôle très respectueux, mais un rôle très important pour permettre à la mère de couper ce cordon ombilical qu'elle a du mal à couper, il y a pas l'ombre d'un doute. Oui. Enfin, ma dernière réflexion, si vous voulez, c'est que on s'aperçoit que l'enfant, tout petit,
est un appel puissant au don de soi. Et ce qui caractérise le petit enfant, c'est une dépendance absolue. C'est pas son innocence, c'est pas sa gentillesse. C'est le fait qu'il est dans une dépendance absolue de l'amour de ses parents. Et donc le tout petit bébé appelle l'amour et donc pousse les parents à se donner totalement. Et ça, c'est quelque chose dont il faut profiter. Merci Jean, merci à tous les trois. Je signale juste au passage un livre auquel vous avez contribué, Ghislaine Specker, L'art de nourrir les bébés, paru chez Albin Michel. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, à mercredi prochain, au revoir.